Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 24 heures en Alsace. Installez-vous confortablement, on va voyager dans cette émission grâce aux magnifiques images de Sabine Trenz, elle est alsacienne, photographe, elle parcourt le monde pour vous ramener ces magnifiques images dans différents ouvrages. Elle sera notamment à la Vente-Seno ce week-end. Du sport, évidemment, comme chaque lundi, ce sera Top Sport avec Marine Zis, avec de la boxe, championnat de France, double championnat de France à Guebwiller ce week-end. Il y avait du foot de la Coupe de France, du waterpolo également. Strasbourg s'impose en championnat, mais surtout attaque son quart de finale de Coupe d'Europe, ce sera mercredi. Du rugby également, on s'est penché sur la renaissance du Strasbourg, Alsace Rugby, et puis plein d'autres disciplines du sport mécanique, du hockey sur glace du côté de Mulhouse, et puis bien sûr, comme chaque lundi, le meilleur de la gastronomie alsacienne. Notre envoyé spécial en cuisine, c'est bien sûr Nicolas Riffel, toujours à l'affût des meilleures choses. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes, mais on commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous, c'est l'actualité en ce lundi 28 octobre est bien évidemment marquée par les suites de l'affaire Sophie Le Tan. La procureure de Strasbourg donnait une conférence de presse cet après-midi pour éclaircir les circonstances de la découverte du corps de la jeune étudiante disparue il y a un peu plus d'un an. On y revient dans quelques instants. Le reste de l'actualité à Strasbourg, c'est aussi le début des préparatifs des fêtes de fin d'année à un mois des lancements du marché de Noël. C'était donc l'arrivée du grand sapin ce matin. Et puis, quand la bière artisanale se fait mousser, un festival lui était consacré ce week-end à Strasbourg et a séduit de très nombreux amateurs. Le corps retrouvé dans la forêt de Rosheim mercredi dernier était donc bien celui de Sophie Le Tan. L'ADN a parlé et la procureure de la République de Strasbourg l'a confirmé samedi dans la soirée. Pour rappel, l'étudiante de 20 ans avait disparu il y a 13 mois alors qu'elle allait visiter seule un appartement à Schiltigheim. Quelques jours plus tard, un suspect, Jean-Marc Reiser, était arrêté. C'est lui qui avait posté l'annonce à laquelle Sophie Le Tan avait répondu. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui, mais le suspect nie toujours l'avoir tué. Il connaissait très bien la vallée de la Bruche. Son téléphone avait d'ailleurs borné dans les environs quelques jours après la disparition, mais cette forêt à Rosheim n'avait pas fait l'objet de recherches, faute de correspondance suffisante avec les éléments dont disposaient alors les enquêteurs. Ce n'est donc que mercredi dernier qu'un groupe de promeneurs a découvert un crâne sur le sol, à proximité d'un amas de terre et d'une fosse où étaient d'autres ossements. Yolande Renzi, procureure de la République de Strasbourg, a donné une conférence de presse en fin d'après-midi pour apporter plus de détails sur les circonstances de la découverte du corps et sur les analyses de l'Institut national de la police scientifique. On l'écoute. L'examen des ossements, notamment par l'anthropologue, et l'examen du crâne avaient permis d'ores et déjà de conclure que ce crâne était celui d'une femme véritablement et vraisemblablement jeune et vraisemblablement, très vraisemblablement, d'origine asiatique. L'examen de ces ossements a également révélé que la tête de fémur, dont j'évoquais la présence tout à l'heure, présente ce que les experts appellent une section instrumentale, c'est-à-dire que cette tête de fémur présente une section nette et franche, réalisée avec un instrument dont je vous dis tout de suite qu'il appartiendra et qu'il reviendra aux seuls experts d'en préciser la nature exacte. Ce qui est certain, c'est que cette section nette et franche de la tête de fémur n'est pas l'œuvre d'un prédateur. Les experts, un certain nombre d'experts sont déjà commis, d'autres le seront par le magistrat instructeur dans les jours qui viennent, avec pour mission, vous vous en doutez, de rechercher le plus précisément possible les circonstances de la mort de Sophie Le Tan et d'essayer d'en dater le plus précisément possible aussi la date. Je voudrais aujourd'hui assurer à la famille et assurer aux journalistes que vous êtes que les investigations se poursuivent sans arrêt sous l'autorité du magistrat instructeur afin de rechercher tous les éléments et tous les indices qui sont encore aujourd'hui nécessaires à la manifestation de la vérité. Des propos recueillis par Camille Roland et Cécile Motz. Et voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur cette affaire et nous y reviendrons évidemment dans des prochaines éditions.
Et dans le reste de l'actualité, à Strasbourg, c'est un rendez-vous traditionnel à ne pas manquer. Tôt ce matin, le sapin est arrivé sur la place Kléber vers 6h. Le roi de la forêt mesure 32 mètres et pèse environ 10 tonnes. L'opération s'est déroulée sans encombre. Cécile Motz et Camille Roland étaient sur place. C'est une opération qui attire toujours l'œil des curieux. Vers 6h du matin, un convoi exceptionnel a transporté le traditionnel sapin de Noël jusqu'à la place Kléber. Il y a ceux qui reviennent chaque année et ceux qui la découvrent pour la première fois. Le grand sapin, il n'est pas très joli pour l'instant. On habite à Brunstadt et on vient pas souvent voir la levée et du coup c'est très émouvant comme spectacle. Pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Il faut laisser les esthéticiens l'aménager, mais il sera beau comme chaque année, j'ai pas de souci. Mais là, il fait un peu rachitique, là. Après, on versera une lame quand il partira. Parce que c'est vrai, on a tendance à le voir installé. On se dit, tiens, cette nuit, ils ont installé le sapin. Mais on ne se rend pas compte, en fait, tout le travail que ça demande et les corps de métier qui doivent être là pour le faire. Voilà. Une quinzaine de professionnels, grutiers, transporteurs et ouvriers de l'Organisation nationale de la forêt sont affairés autour du mastodonte encore couché. L'opération périlleuse va bientôt commencer, mais avant, il faut peaufiner les derniers ajustements. On est en train de le déplier pour pouvoir faire le dispositif de levage. Il a été mis en pression par rapport au transport pour qu'on puisse bien circuler. Et là, il va s'ouvrir tout doucement, donc ils enlèvent l'ensemble des guindes en fait. Le sapin cette année est alsacien. Il est né dans les années 30 dans la forêt de Börsch. Henri-Pierre Gangloff participe à sa mise en place depuis 15 ans et il sait quelles caractéristiques sont indispensables aux conifères de la place Kléber. C'est très compliqué de trouver cet arbre et il vient, il faut le chercher et il doit avoir des caractéristiques esthétiques, il doit ressembler à un sapin de Noël, c'est-à-dire relativement conique, branchu, voilà ce qu'on n'a pas là mais il est plié donc mais demain ça va aller mieux. Il y a plein d'arbres qui n'ont pas ces caractéristiques techniques, on va dire des arbres qui ont deux têtes qui ne permettent pas le basculement, il faut qu'il ait un diamètre relativement important à 20 mètres. Ainsi, il doit être solide pour supporter sa levée. Son tronc mesure 35 cm de diamètre pour 20 mètres de hauteur. Il faut aussi veiller à ce qu'il se tienne droit. Pour aligner le sapin, retour aux bonnes vieilles méthodes, le fil à plomb. Maintenant qu'il trône au centre de Strasbourg, il faut le remplumer, réparer les branches cassées et en ajouter de nouvelles. 5 jours de travail avant d'accrocher les décorations. L'an dernier, on était autour du Lettre au Père Noël. Cette année, c'est les jouets d'antan. Tout ce qui fait la magie de Noël, qui nous rappelle, c'est pas le plastique, c'est plutôt le bois, c'est plutôt des jouets traditionnels. Et c'est important de revenir à cette authenticité, à cette tradition. Il y aura des jouets en bois, il y aura des boules, des éclairages. Et tous les jours, à 17h, au moment de l'illumination, il y aura un petit événement au pied du sapin pour entretenir la flamme d'une certaine manière. Et puis, pour faire plaisir aux petits, mais aussi aux grands, bien sûr. Sur la place, la magie de Noël commence à arriver. Autour du sapin, le village du partage, la patinoire et les premières illuminations sont déjà en préparation. Rendez-vous donc le 22 novembre. Saviez-vous que la bière se déguste désormais comme le vin ? C'est un des nombreux enseignements qui étaient à découvrir à la 2e édition du Craft Beer Festival de Strasbourg ce week-end, le Festival des bières artisanales. Adrien Laby. Alors là, on est sur une bière qui est ambrée, on est sur un ambré moyen, couleur miel également, avec des reflets légèrement orangés. On a une bière qui est relativement trouble, qui est due aussi aux levures. Alors au niveau du nez, qu'est-ce que vous sentez au niveau du nez ? Une bière, cela se déguste avec les 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, le goût et même l'ouïe. T'as entendu le pchit ? Cyril Hubert, sommelier de la bière, aujourd'hui il partage son savoir. Autour de 4 boissons houblonnées artisanales, il invite le public à ouvrir ses sens et à apprendre à goûter. Le principal objectif, c'était de partir sur des styles de bière un peu différents, mais de pouvoir avoir des sensations différentes également. Mais la priorité, pour moi en tout cas dans mes ateliers, c'est qu'ils puissent avoir du plaisir, qu'ils puissent faire travailler leur sens et qu'ils soient capables ensuite de mettre des mots sur des ressentis. Les gens ont un peu de mal au départ, mais après ça vient très vite. En plein essor en France, les microbrasseries entendent redonner à la bière ses lettres de noblesse. Ce sont 20 d'entre elles qui se sont installées salle de la Bourse ce week-end dans le cadre du Strasbourg Craft Beer Festival.
Venus faire découvrir leur production, ces brasseurs défendent également une certaine idée de leur métier. Pour la majorité d'entre eux, ce sont des personnes qui ont commencé à brasser à la maison et puis qui sont mis à expérimenter des choses et à dire purée, ça tient la route. Et puis j'en ai marre de cette bière industrielle et allez, je vais me lancer. Ça va être compliqué dans les prochains temps, mais je sens qu'il y a de la demande pour ça. Et puis après, le marché a suivi, on va dire, les clients aussi. Il y a de plus en plus d'engouement pour ce genre de bière. Et puis voilà, ça donne des festivals dans ce genre-là qui poussent un peu partout en France. Et voilà, et ensuite Fini les blondes, les brunes ou les ambrées, ici on préfère parler de stout, d'IPA ou encore de lager. Autant de recettes que de brasseurs, de quoi compliquer quelque peu la lecture de la carte. Et des bulles toujours, mais dans notre genre, sont à découvrir à la Fondation François Schneider. Jusqu'au 29 mars, le Centre d'art contemporain de Wattwiller, qui met l'eau à l'honneur sous toutes ses formes, accueille une exposition inédite, l'eau dessinée, élaborée avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Cette exposition s'inscrit aussi dans l'année de la bande dessinée, prévue par le ministère de la Culture pour 2020. Fanny Kunz est allée s'y plonger. C'est une vague qui ne laisse pas d'écume et pourtant elle vous emmène loin, à la découverte d'un siècle d'images dessinées sur le thème de l'eau. Une histoire retracée en plus de 200 œuvres et objets originaux, des illustrés ou des animations. C'est un petit peu l'inverse d'une exposition classique de bande dessinée où vous arrivez directement sur les murs, vous découvrez des planches. Là, il y a un effet de surprise. On arrive finalement sous la blancheur de cette vague qui va évoquer la pluie, qui va évoquer la houle, qui va évoquer la tempête. Ici, on va être dans la question de la matière de l'eau. Comment est-ce que les artistes représentent la matérialité de l'eau ? Ensuite, on va arriver dans une section qui est plus consacrée à l'environnement et au paysage. Vous allez descendre peu à peu et découvrir tout ce qui est lié au récit, donc comment l'eau est racontée. Et puis on terminera par le rapport de l'homme à l'eau. L'eau qui peut être réjouissante comme les bains, les thermes, enveloppantes, voluptueuses, et une eau beaucoup plus effrayante, beaucoup plus dangereuse, parfois onirique. L'auteur Christian Caillot fait partie des nombreux artistes dont les œuvres sont exposées à Wattwiller. Auteur au pied marin, il s'inspire de ses nombreux périples transatlantiques pour ses récits et dessins. Quand je rentre chez moi, là j'essaye de retrouver des sensations marines pour raconter ces voyages sur l'eau. Pour les personnages ou les choses dures, comme le métal sur l'eau, là j'ai des outils comme la plume, des choses assez rectilignes, mais dès qu'il s'agit d'évoquer l'eau, il y a des outils plus souples, le pinceau, l'encre liquide, justement, pour en quête du mouvement tout le temps changeant de l'eau. Avec son œuvre Les Incrustacés, Rita Mercedes propose sa version de la thématique de l'eau, plus bouleversante et inquiétante. On a des idées sur l'eau, on a des idées qui proviennent de lectures qu'on a fait. Moi, enfant, j'ai beaucoup lu des contes assez inquiétants sur les naufragés. J'aime beaucoup cet élément qui peut être très négatif puisqu'il représente l'inconscient et puis les peurs aussi. L'eau dessinée est visible à la Fondation François Schneider jusqu'au 29 mars 2020, à l'occasion de la 35e édition du festival B-Dessiné. Une partie de l'exposition est décentralisée à l'espace 110 à Ilzac. Le festival B-Dessiné qui se tiendra d'ailleurs les 16 et 17 novembre. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Hello Work, l'ex-région Job, a analysé les offres d'emploi qu'il a diffusées au troisième trimestre 2019 et au plan national, le tableau est plutôt encourageant avec une hausse de 19%. Mais le Grand Est ferme la marche des régions avec une progression de seulement 7%, même si elle reste 5e région française en nombre de recrutements. Pour l'Alsace, c'est pire, avec Strasbourg en dernière place des 10 premières villes françaises et les 2 départements alsaciens bons derniers au sein du Grand Est. Mais attention, il y a tout de même une progression de 10% par rapport à l'an passé. Elle est simplement moins importante chez nous que chez nos voisins. Et voilà, merci beaucoup Wana pour ce JT. On vous retrouve demain bien sûr à la même place. On va accueillir Marine Zis, c'est l'invité de la première partie de cette émission. Sabine Trenz, venez vous installer, on va parler photographie et très beau livre. Tout ça juste après la météo de Célia Mérimèche. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre point météo de ce mardi 29 octobre. Et en matinée, c'est des conditions changeantes qui nous attendent. Un petit peu plus de pluie et de nuages en matinée. Des pluies qui seront beaucoup plus localisées dans le sud du territoire. Pas mal de nuages qui persistent dans le nord et des températures déjà fraîches. Au réveil, comptez 7 degrés du côté de Saverne ou encore de Wissembourg. 7 degrés également pour Mulhouse, 8 pour Colmar ainsi que pour la région du Bade-Wurtemberg et le nord de la Suisse. 9 degrés la maximale du territoire transfrontalier. Ce sera pour Strasbourg. L'après-midi, ça s'arrange, même si on retrouve quand même une prédominance de nuages. Les averses persistent dans le sud du territoire. On verra un petit peu plus de soleil du côté du Bas-Rhin et des températures qui ne grimpent pas beaucoup en après-midi. Ça reste plutôt frais et humide. Comptez 11 degrés du côté de Saverne, 10 degrés la minimale. Ce sera pour Altkirch, Baldersheim ou encore Mulhouse. 12 degrés du côté de Colmar ou encore de Wissembourg. 13 degrés la maximale. Ce sera toujours pour Strasbourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi avec des températures qui continuent de baisser, mais un temps beaucoup plus sec sur la majeure partie du territoire. On verra un peu plus de soleil, sauf dans le nord de la Suisse. Vous verrez avec 10 degrés et pas mal d'averses encore mercredi après-midi. Mardi, nous serons donc le 29 octobre et nous fêterons les Narcisses. Le soleil se lèvera à 7h09 pour se recoucher à 17h14. On perdra encore 3 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Toujours en direct dans 24 heures en Alsace, on va voyager déjà et puis on va parler photo avec les très belles images que nous a ramené Sabine Trenz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous revenez tout juste d'Alaska notamment, c'est l'un de vos nombreux périples sur lesquels derrière lesquels votre appareil photo vous emmène. Vous êtes d'ailleurs la marraine d'un événement qui a lieu ce week-end en Alsace, à l'Avant-de-Senau, le salon Photo of Hill. C'est vendredi, samedi et dimanche, salon dédié à la photo nature. Question pour commencer, comment on fait de la photo son métier? C'est prémédité ou ça vous tombe dessus? Non, je pense que c'est, enfin en ce qui me concerne moi, c'est un concours de circonstances. La vie fait les choses comme elle l'entend et je suis de nature, disons, à m'enthousiasmer pour certaines choses et à avoir des passions. Pour l'image, pour les images. Pour les images, pour la nature. J'ai la chance de pouvoir m'émerveiller et je pense que c'est l'émerveillement qui m'a amené à la photo, c'est d'arriver à capter un petit instant de vie telle qu'elle est. Donc moi, je suis incapable de faire des photos de studio, de faire des photos de mode, de choses comme ça. J'en suis incapable, je ne sais pas comment faire. C'est la nature, mais les grands espaces. Mais pour moi, c'est des choses qui existent et je ne fais que capter un petit instant. Bon, on va justement regarder quelques-uns de ces instants. Regardez ces images. Vous revenez d'Alaska notamment. Vous étiez encore il y a 8 jours. Oui. Un de vos sujets du moment, c'est les ours polaires notamment. Racontez-nous un peu ces clichés, comment ça se prend, comment ça se prépare déjà derrière cette photo, qu'est-ce qu'il y a comme préparation en amont quand on va à l'autre bout du monde? Alors, c'est vrai que la préparation est très importante parce que il faut essayer de trouver le bon endroit, le meilleur guide, le meilleur moment. J'ai fait un livre sur les ours qui s'appelle Oursitude, ours polaire, mais aussi ours grizzly, ours kermode, ours noir. Et chaque fois, si on veut ne pas y passer trop de temps, pour rien, et arriver soit trop tôt, soit trop tard, il faut bien préparer son voyage à l'avance. Ce sont des animaux, on va les revoir, je sais pas, quel rôle ça a dans notre inconscient collectif? Il y a à la fois, c'est un animal sauvage qui incarne une forme de force, peut-être de férocité, et en même temps c'est très touchant comme animal. Enfin, il y a cette relation aussi au sujet à chaque fois. Alors, je dirais que pour moi, tous les animaux sont touchants. Certains plus que d'autres, mais je suis émue d'une coccinelle ou d'une grenouille qui essaye de traverser la route sans se faire écraser. Je trouve que la nature est un miracle et chaque vie est un miracle. C'est le résultat de millions d'années d'évolution, de perfectionnement. Ce sont des bijoux, les insectes sont des bijoux incroyables. Et
voilà, c'est ça que j'aime. Au travers justement de ces beaux clichés que vous partagez, est-ce que vous souhaitez aussi peut-être faire passer un message? On voyait notamment sur les images les ours, on parle souvent du réchauffement climatique avec la fonte des glaciers. Est-ce qu'il y a aussi un message derrière tout ça que vous souhaitez faire passer? Bien sûr qu'on ne peut pas, si on aime la nature, on ne peut pas être indifférent à la destruction massive que nous sommes, nous en tant qu'humains, que nous sommes en train de faire autour de nous, dans tous les domaines. J'étais aussi à Sumatra pour des orang-outans ou dans la forêt amazonienne, ou partout, même autour de nous. Nous avons un mépris pour notre environnement. On continue à penser que les écologistes ou les gens qui défendent l'environnement sont des espèces d'illuminés et que l'homme trouvera la solution et peut se passer de la nature. Sur place, vous avez vu, je ne sais pas, des choses qui vous ont peut-être choqué? Oui, quand vous étiez on voit énormément de choses. À l'endroit où on était, par exemple, tout au nord de l'Alaska, au bord de la mer de Beaufort, donc c'est tout au nord, on était dans un village inuit, mais un village inuit n'a plus rien à voir avec ce qu'on imagine, bien que je comprenne que ces gens veulent accéder à la modernité, mais ils ont en une génération perdu leurs racines et leur culture. Ce sont des gens comme au Groenland, où j'ai vécu moi dans une famille inuite. Les nouvelles générations sont totalement désemparées. Elles touchent de l'argent, en Alaska, elles touchent des royalties des lobbies pétroliers. Ils sont totalement désœuvrés et ça change très vite. C'est affreux à voir. Cette fragilité, on la retrouve aussi dans cet ouvrage qui vient de sortir tout juste. C'est votre dernier bébé, entre guillemets, Primatitude, ouvrage dédié aux singes, aux grands singes que vous avez rencontrés sur l'ensemble du globe, sur les trois continents. Rapidement, quel est c'est le prolongement des ours, quel feeling vous entretenez avec ces animaux? Alors bien sûr, les primates nous sont extrêmement proches et c'est touchant de voir leurs attitudes, leur mode de fonctionnement. Alors dans le livre, je parle des petits primates et je vais jusqu'aux grands primates qui sont nos cousins proches. Quand on voit une société chimpanzé avec lesquels on a même dormi dans la cabane de Jane Goodall, on était à différents endroits et quand on voit aussi au Cameroun et quand on les voit vivre, ils fonctionnent comme nous, ils ont des sociétés qui fonctionnent comme nous avec des structures qui ressemblent à... Ils font de la politique, des alliances, c'est incroyable et c'est extrêmement touchant. Cette proximité est extrêmement, même troublante. Et vous nous gardez... Alors, vous l'observez, vous le mettez en boîte, mais vous ne gardez pas ces photos pour vous tout seul. On les retrouve dans cet ouvrage déjà. Et on vous retrouve, vous et votre ouvrage, à la Vente Senot ce week-end au Salon Photophile. Il y a deux rencontres, samedi et dimanche. On en dit un mot très rapidement. Parce que vous tenez à cette dimension d'échange aussi, que de ne pas travailler, entre guillemets, seulement dans votre coin. Oui, alors pour moi, la photo est un moyen de communication. Ce n'est pas, je ne suis pas fière de mes photos ni rien du tout. Je pense que c'est à la portée de tout le monde qui a les yeux ouverts, avec un petit peu d'apport technique. C'est le message, Mais c'est d'essayer de communiquer quelque chose autour de moi. Et dans les conférences que je fais, j'essaye que ce soit un petit peu didactique et qu'on apprenne un petit peu quelque chose sur notre environnement. Peut-être plus que sur la manière de prendre des photos. Merci beaucoup, Sabine Trenz. Puis elle vous donnera aussi des conseils photos si vous lui demandez. Mais oui, avec grand plaisir. Rendez-vous à la Vente Senot. En tout cas, le salon s'appelle Photophile. Vendredi, samedi et dimanche, vous restez encore avec nous 30 secondes. On va parler sport avec Marine dans un instant. Tout ça juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et le lundi, on parle sport, c'est bien sûr Top Sport, et c'est avec Marine Tis.
dans Top Sport. Au sommaire de l'émission, ça va castagner ce soir avec 2 Alsaciens qui tentaient de décrocher le titre de champion de France ce week-end à Guebwiller. Et puis ça castagne aussi à Strasbourg, mais différemment, pas sur un ring, mais sur un terrain de rugby. Et puis pour terminer, foot, ce week-end était consacré à la Coupe de France. Nous ferons un focus sur le match entre Sarre-Union et Bissheim. Tout ça, c'est à suivre et on parlera waterpolo avec notre invité Stéphane Metzger. Bonsoir. Bonsoir. Team manager du team Strasbourg, le club strasbourgeois de waterpolo qui s'est imposé en championnat ce week-end et qui attaque son quart de finale de Coupe d'Europe. Ça sera un déplacement costaud en Hongrie mercredi soir. C'est un gros challenge. C'est le gros challenge du début de saison pour le club. Il y a 2 équipes qu'on voulait éviter en quart de finale. On en a eu une des 2. Voilà, on est servi. Après, on est en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Donc, voilà. Donc c'est le jeu. Il faut rencontrer les meilleurs. On passe au hockey, on revient au waterpolo dans quelques instants. Ouais, la même, mais avec le truc en glace. Donc hockey sur glace, je vous emmène à Mulhouse qui réalise un gros début de saison. C'est les Scorpions en Magnus, la dernière équipe alsacienne en Magnus, puisque Strasbourg est descendu. Ça se passait vendredi soir à Lilleberg. En face, c'était Briançon en blanc, le club qui est promu. Alors c'est toujours compliqué le hockey à Mulhouse parce qu'il y a un filet devant pour protéger les spectateurs. Du coup, on voit pas très bien. Soyez concentrés et attentifs. Briançon en blanc et en infériorité numérique à 4 contre 5 qui va ouvrir la marque à la surprise générale. Briançon promu et lanterne rouge pour l'instant du championnat qui mène 1-0 après 20 minutes de jeu. Les Mulhousiens un petit peu secoués peut-être dans le vestiaire par leur coach qui se réveille dans le deuxième tiers-temps et qui mettent une grosse pression sur cette équipe de Briançon et ça va rapidement payer 3 minutes de jeu. Et le palais dans la crosse de Shevchenko qui s'infiltre, qui dribble le gardien et qui marque de près pour égaliser. Et à partir de là, ça va aller beaucoup mieux pour les Scorpions qui restent sur 2 victoires consécutives en championnat. Shevchenko toujours le petit service pour Wigners qui n'a plus qu'à pousser le palais au fond. C'est en mode caviar. Mulhouse qui marque même un 3e but dans ce deuxième tiers. 3-1 pour les Mulhousiens. Et alors, grosse pression dès le début du 3e. Pareil, en supériorité numérique, c'est Juric qui fait le break. Et à partir de ce moment-là, Mulhouse en mode avalanche ça va débouler sur le but de Briançon. Ce palais volé, le but au près dans la lucarne. Mulhouse qui marque 5 nouveaux buts dans ce 3e tiers qui s'impose finalement 8-1. Victoire fêtée évidemment avec les supporters de Lilleberg. 3e victoire consécutive pour les Mulhousiens. Désormais 4e du classement. Tout va bien. On écoute Yorick Trey, leur entraîneur, qui refuse pourtant de s'enflammer. Il n'y a pas de bilan à faire ou d'être surpris ou déçu, ça n'existe pas. On fera les comptes à la fin de l'année, on verra où on atterrit, on sera à la place qu'on mérite. On a des bonnes personnes qui sont là pour prouver ce qu'ils savent faire. Et on a compris que notre succès, c'était en équipe et avec une grosse intensité et un investissement dans le travail, tout simplement. Et on essaie de garder ça très simple. Et Mulhouse qui enchaînera du côté d'Anglet avant la trêve internationale. On part au soleil avec vous, Marine, sur les traces de Sébastien Loeb. Oui, il participait ce week-end au rallye de Catalogne pour une manche de championnat du monde. Regardez ces images. Il était en tête au soir de la première étape courue sur terre. L'Alsacien a ensuite progressivement levé le pied sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait durant les 2 jours sur asphalte, sa surface pourtant de prédilection. L'Alsacien termine à la 4e position alors que l'on voit des images avec sa caméra embarquée dans sa voiture. L'Alsacien Sébastien Loeb est frustré, mais ça peut-être s'expliquer par ses participations un petit peu moins nombreuses ces derniers temps. C'était en tout cas pour lui sa dernière compétition de la saison, Mathieu. Ouais, je vous emmène sur circuit, toujours en sport mécanique. Ça s'est pas beaucoup mieux passé pour Yvan Muller et Yann Erlaché dans le championnat du monde de WTCR. Direction, c'était le championnat du monde évidemment des voitures de tourisme. C'était à Suzuka, il reste 3 manches au championnat du monde. Il y avait eu un gros mois de septembre, ça s'était bien passé pour Yvan Muller qui était revenu dans la course au titre. Et ça, du coup, leur bonne perf en Chine fait qu'on a des voitures lestées pour l'épreuve suivante. Ça s'est mal passé pour Yvan Muller, là juste devant son neveu et coéquipier. Yann Erlaché, les Lynk & Co, c'est les voitures bleu ciel, largement reléguées dans les 3 manches de course au-delà de la 10e place. Yann Erlaché même poussé un petit peu dehors. Du coup, très mauvaise opération pour les 2 Alsaciens, repoussé pour Yvan Muller à la 4e place du classement général. 8e pour Erlaché, il reste 2 manches, la prochaine à Macao Marine dans 3 semaines. Et puis retour en Alsace cette fois-ci, pour parler foot, Mathieu. Ouais, on va parler football et Coupe de France avant de parler waterpolo avec notre invité. Le 8e tour avec pas mal de clubs alsaciens encore engagés et un derby entre 2 des clubs de National 3. Je vous emmène à Sarre-Union. Les images sont signées Gilles Kunz. Sarre-Union qui recevait Bissheim pour un des derbys alsaciens. Sarre-Union en blanc évidemment et un peu trop d'engagement de son capitaine Martial Riff. Rouge direct après une 20aine de minutes de jeu seulement
Sarre-Union va donc évoluer 70 minutes à 10 contre 11. Une grosse occasion pour Bissheim, mais qui ne convertit pas dans la foulée. Et juste avant la mi-temps, petite surprise, le beau contrôle de Vianney-Sherman. Sarre-Union en contre, qui s'en va ouvrir la marque. 1-0 pour les locaux à la pause, alors qu'ils sont en infériorité numérique. Ils s'étaient déjà imposés 4-1 en championnat dans la même affiche. C'est pas l'adversaire pour Bissheim et Fondje qui rate la balle un petit peu court. Et Fondja, pardon. Et en fin de match, à une vingtaine de minutes de la fin, Vianney-Sherman qui subtilise ce ballon. Le buteur se mue en passeur. Le caviar pour Morabit qui fait le break. 2-0 pour Sarre-Union qui fait un grand pas vers la qualif, qui avait déjà fait quelques parcours par le passé. Et puis un troisième but complètement gag. Regardez ce centre dégagé. Ça revient sur le gardien qui veut dégager et qui marque dans son propre but. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. La joie en tout cas pour les joueurs de Sarre-Union qu'on retrouvera au 7e tour. Le tirage c'est mercredi et je vous fais très vite la liste des qualifiés. Les clubs de Ligue 2 vont entrer en lice. Le FC Mulhouse, Sarre-Union, Vauban, Geisbolsheim qui a sorti Agno, Erstein, Sunhofen, Oberchef-Holzheim, le petit poussé. Tirage au sort mercredi midi, Marine à Clairefontaine. On passe, je vous le disais, à la boxe. Et non, on va écouter, très vite, l'entraîneur Stéphane Léoni que j'ai oublié, l'entraîneur de Sarre-Union, évidemment très content de cette qualification et de ce que ça représente pour les petits clubs. On va essayer de jouer la coupe à fond parce que c'est les meilleurs moments dans la vie d'un club amateur. Pour nos joueurs, surtout pour nos supporters qui sont encore assez exceptionnels. Là, ils nous ont encouragés du début à la fin. On a eu des soucis il y a un an dans le club assez difficiles. Au jour d'aujourd'hui, on redresse un peu la barre. Donc c'est faire des matchs comme ça, c'est donner du plaisir à ces gens-là. Ils le méritent parce qu'ils se battent au quotidien pour le club. Et je vous dis, c'est une grande fierté d'avoir un groupe comme ça et de donner du plaisir aux gens qui aiment Sarre-Union. Voilà, c'est l'objectif. Donc si on peut aller le plus loin possible, jouer une belle équipe, les faire vibrer, c'est notre objectif. Et l'actualité de ce week-end, c'était de la boxe. Il y avait, Marine, non pas un, mais 2 championnats de France du côté de Guebwiller. Il y avait une grande soirée organisée samedi soir pour le Boxing Club de Guebwiller. Regardez ces images. Au programme, plusieurs combats amateurs. Mais surtout, vous le disiez Mathieu, 2 têtes d'affiche. Des locaux qui disputaient 2 finales nationales professionnelles. Alors, il y avait d'abord un combat féminin. On va voir les deux femmes rentrer sur le ring. Ça se passait en catégorie mi-mouche, donc c'est des moins de 48,9 kg. On voit là l'image d'Alsacienne Saba Gadez et elle affrontait la poitevine Mélanie Mercier. À la clé, une ceinture nationale, la première décernée dans cette catégorie de poids. C'était le premier combat à domicile pour Saba Gadez qui est en blanc et violet sur les images depuis donc son entrée chez les pros. Et puis elle prend l'ascendant sur son adversaire dans la 4e reprise. Il y en avait 8 au total d'une durée de 2 minutes. L'Alsacienne a fait fureur devant près de 700 spectateurs. Et puis on le voit à l'image, c'est elle qui remporte le combat. Elle qui était arrivée au club de Guebwiller il y a 10 ans. Il y a 2 ans, elle décroche son premier titre national chez les amateurs. Ce week-end, c'était chez les pros. Écoutez sa joie. C'est énorme, c'est énorme. C'est le fruit d'un travail de 10 années avec mon coach. Je suis très heureuse, c'est magnifique. On a réussi, on est allé au bout. On a travaillé dur et voilà, faut jamais lâcher l'affaire parce que c'est pas forcément les plus doués, c'est ceux qui travaillent le plus qui réussissent. Bonne leçon de vie aussi au passage. Deuxième grand combat de la deuxième tête d'affiche de la soirée. Ça se passait entre le Guebwillerois Tamaz Avdiev, regardez les images, et Bastien Balesta, le tenant du titre en super léger, alors que là on voit en image, on voyait l'Alsacien. Il a son adversaire, donc c'était pour les moins de 63,5 kg. Mais le combat ne s'est pas déroulé aussi bien que pour Saba Gadez. Tamaz Avdiev a eu du mal à trouver son rythme face à un adversaire de taille, invaincu en 20 combats. À cela s'est ajouté le stress pour le boxeur qui était devant sa famille et puis ses amis. Tamaz a eu beaucoup de mal à rivaliser face à Bastien Balesta. On le voit là à l'image, il a eu une grosse bosse, un gros hématome sur le front et il s'incline finalement face à Bastien. Pas de surprise lors de cette annonce. Tamaz Avdiev n'a pas remporté donc cette ceinture tant convoitée, mais c'était quand même une très très belle soirée pour le Boxing Club de Guebwiller. 1 sur 2 donc pour les Alsaciens. On va passer c'est un combat aussi dans l'eau, souvent au water polo avec notre invité Stéphane Metzger. Je vous emmène juste rapidement d'abord à la piscine
site de la Kibitsono, c'était la 4e journée de championnat. Encore une grosse affiche, il n'y a que du lourd en début de saison pour les Strasbourgeois qui recevaient Marine Montpellier. Oui, Montpellier, ça se passait à la piscine de la Kibitsono. Regardez les images avec le team qui était privé de Markovic durant la rencontre. Et c'était un début poussif, alors que en face, le gardien montpelliérain était très en forme. 13 arrêts pour lui au total. Et alors que l'on voit Sutic égaliser à 2-2 avec ce lob, avant que Cesca ne donne pour la première fois l'avantage aux Alsaciens. À la mi-temps, le score est plutôt très petit, 3-3. Et ce sera toujours aussi serré à partir du 3e quart-temps. Les Occitans ne lâchent pas et les Strasbourgeois, heureusement, peuvent profiter de l'adresse de Sutic, meilleur marqueur. Et la fin de match est serrée, 7-7, alors que Denux donne l'avantage aux Strasbourgeois. Et heureusement, ils ont pu également compter sur un bon Fontanier dans les buts, 11 arrêts pour lui. Victoire au final de Strasbourg, 8-7. Et on écoute tout de suite Marco Bratic. On a un début de la saison un peu compliqué, un peu inattendu. On a senti tout au long du match un peu de la nervosité. Par contre, aujourd'hui, la défense, ça fonctionnait quand même. On a pris juste 3 buts jusqu'à la mi-temps. Et puis, mais quand même, on a été indécis en attaque. Il nous faut encore de la détermination avec des shoots, mais je pense que ça va venir, quoi. Stéphane Metzger, vous qui êtes le manager de cette équipe, il y avait un point un petit peu particulier sur ce début de saison. Il y a eu beaucoup de matchs, il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu 2 défaites en championnat. On n'était plus habitué à perdre du côté de Strasbourg. Cette victoire, elle fait du bien, elle remet un petit peu les choses et les têtes en place. On a un début de saison qui est vraiment similaire à celui de l'année dernière avec la Coupe d'Europe. On est dans une même logique. L'année dernière, on gagnait, on va dire, un nombre très important de matchs d'un petit but. Le match contre Aix-en-Provence qui a malheureusement fait couler un petit peu d'encre chez nous. C'est une défaite à domicile. C'était une défaite à domicile, quelque chose qui nous était pas arrivé. On n'avait pas perdu. Les gens sont plus habitués. On n'avait pas perdu contre Aix depuis 2013, donc c'était pas quelque chose de récent. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un match en main, on a manqué de respect, d'humilité. En face de nous, il y avait des requins. Nous, on avait la tête dans les nuages. On était peut-être encore champion de France. Et aujourd'hui, les compteurs, ils sont remis à zéro. Maintenant, on a vu une réaction d'orgueil. Quand on a perdu contre Aix, on a pris 15 buts. Je crois que c'est pas arrivé depuis 5 ans à Strasbourg de prendre 15 buts. Et aujourd'hui, nous, notre force, c'est la défense. Et on peut pas être fort si on n'est pas fort sur notre point fort. Justement, est-ce que c'est pas difficile quand on a la casquette de champion de France? Voilà, on est reçu par les adversaires. Tout le monde veut essayer d'affronter l'ancien champion de France en titre, quoi. Bon, très sincèrement, c'est une position qu'on rêvait d'avoir depuis des années. On a toujours été le chasseur. Aujourd'hui, on est le chassé. Et si on peut encore rester chassé quelques années, je signe tout de suite. C'est un championnat aussi qui est peut-être plus dense que les années précédentes. Alors, ça n'enlève rien à vos 2 titres, puisque vous êtes double champion de France en titre. Mais c'est vrai que la concurrence s'est renforcée. On a vu Montpellier qui a signé un gros gardien. Il y a Marseille, il y a Aix. Il y a 4-5 équipes qui vont vraiment lutter pour le titre cette saison. L'année dernière, on disait qu'on avait gagné le championnat. Alors, c'est pas nous qui disions ça. C'était le monde du water-polo. On avait gagné le championnat le plus élevé qu'on ait connu en France. Je pense que cette année, on a encore franchi une marche. Maintenant, pour nous, ça va être compliqué. Pour les spectateurs, ça va être extra parce que des matchs à un but, il va y en avoir beaucoup d'ici la fin de la saison. Ce qui est un peu votre marque de fabrique. On est d'accord. Après, quand on marque pas beaucoup de buts, forcément, les écarts sont plus faibles. C'est une réalité aussi. Mais bon, c'est notre point fort. On va essayer de continuer à travailler là-dessus. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner des matchs. Il y avait une victoire en championnat, c'était vendredi soir. Vous aviez même avancé et inversé le match pour vous préparer à domicile parce que la grosse échéance de cette semaine, c'est un match de Coupe d'Europe, quart de finale d'Eurocoupe. Ça sera déplacement en Hongrie. Match aller-retour, il y aura le match retour à la Kibitsono à Strasbourg. Cette équipe hongroise, on sait que c'est une grosse nation du water-polo. Écoutez ce qu'en dit votre entraîneur, Igor Rakunica. On a tombé sur la plus forte équipe de la Europa Cup, mais ça ne va rien. On va essayer pour la donner tout le temps. Tout notre corps, tout notre physique, et mental, préparation et concentration pour la 7 matchs. Nous, on sait qu'il va être très difficile, mais il faut avec. C'est quoi? C'est l'équipe, vous le disiez en introduction, qu'il fallait éviter de se tourner en quart de finale. Il n'y a que des gros morceaux. Comment on situe le niveau de ces équipes? On arrive à les superviser, à avoir des infos quand même? Le jour du tirage au sort, je disais à Igor, quelle équipe tu veux pas jouer? Il me dit Eger. Voilà. Donc, bingo. Comme ça c'est fait. Aujourd'hui, Eger, ils ont fini 3e de leur championnat et le premier c'est Ferencváros qui a gagné la Ligue des Champions. Voilà, ça situe à peu près le niveau de cette équipe. Là-bas, il y a une grande culture du water-polo. Maintenant, on est en quart de finale. Jouable, compliqué. Le stress, il n'est pas de notre côté sur ce coup-là. Nous, on y va, on a tout à gagner. On a le match retour à la maison, donc on sait que si on fait un bon match aller, c'est quelque chose qui reste envisageable. Maintenant, on attaque du très très lourd. C'est comme ça qu'on progresse aussi, enfin, comme la Ligue des Champions fait progresser cet effectif. C'est aussi des choses qui servent en championnat après de s'être frotté à du très lourd.
Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, ça nous permet de tester notre modèle de jeu face à des équipes qui ont tous les outils pour nous faire déjouer. Donc on va pouvoir se mettre en place, sachant que l'équipe qu'on reçoit samedi soir, Noisy, dans le cadre du championnat, c'est une équipe qui s'est vraiment renforcée à l'intersaison. Donc le mix des deux, ça va nous permettre de régler. Alors on a réglé la mire en défense, on va dire, contre Montpellier, pas en attaque. On a fait 10 sur 2 en zone plus, qui est catastrophique en termes de résultats. Donc aujourd'hui, on va pouvoir réguler l'attaque à Eguerre. Pavot sera de retour, c'est notre meilleur buteur, ça devrait nous aider. Ça devrait aller. On va mettre le waterpolo entre parenthèses, ça va mieux avec cette victoire contre Montpellier. Ça va toujours pas bien du côté de la SIG. Regardez ces images, ça se passait samedi du côté du Rocher à Monaco. La SIG en blanc pour le coup, en rouge non, en blanc c'est Monaco qui vice-champion de France quand même, qui envoie du lourd en ce début de saison, et la SIG qui a un petit peu survécu dans la première mi-temps grâce à l'adresse extérieure notamment de Gabior, 15 points pour lui à la pause, mais ça a été très compliqué et très douloureux pour les Strasbourgeois en deuxième mi-temps notamment, qui ont beaucoup souffert. La SIG qui s'incline une nouvelle fois cette saison, qui ne marque qu'une trentaine de points en deuxième mi-temps. Le panier éclair de Dibos a c'était au buzzer. La SIG qui est à une victoire pour 5 défaites, il va falloir se refaire très vite. La suite demain, mardi soir, Orenus, la Coupe d'Europe, ça enchaîne tout de suite contre les Espagnols de Manresa, et victoire impérative aussi contre Pau en championnat samedi soir, Orenus Marine. On passe au rugby, mais pas à la Coupe du Monde, ou en tout cas en version locale alors. Non, en version locale, on descend de 6 échelons. Strasbourg s'était cassé la figure du monde pro, ils étaient en Fédéral 1 aux portes presque de la Pro D2 il y a quelques années. Dépôt de bilan, redémarrage avec les jeunes en honneur, la 6e division nationale. Regardez, c'est une nouvelle aventure qui commence du côté d'Aude-Pierre, Strasbourg en blanc, qui est reparti avec les joueurs, une quarantaine, cinquantaine de joueurs de l'équipe B, c'est-à-dire la réserve, les jeunes centres de formation grosso modo de l'époque en blanc. Une équipe ultra jeune, 20 ans de moyenne d'âge, qui se frotte du coup à l'honneur aux équipes Saverne en l'occurrence en rouge. Il n'y a pas eu de match véritablement, c'était hier après-midi sur la pelouse d'Aude-Pierre. 12 essais inscrits par les Strasbourgeois, qui sont encadrés par 2 anciens joueurs de la période pro, Nicolas Kaiser et Guillaume Auguste. Les Strasbourgeois qui ont déroulé en première mi-temps contre une équipe de Saverne qui n'a pas fermé le jeu pour autant. Le score lui était fait, la victoire était faite. Les Strasbourgeois qui avaient déjà gagné leurs 4 premiers matchs de la saison, dont 3 victoires bonifiées, une nouvelle victoire avec bonus, le joli coup de pied de Freiburger pour trouver un coéquipier à l'aile. Les Strasbourgeois qui ont récité leur gamme sur ce match et qui s'imposent un petit peu comme les favoris de cette poule. Saverne va sauver l'honneur sur cet essai en force, inscrit en deuxième mi-temps. Les Strasbourgeois s'imposent très largement, 70-7. Ils enchaîneront, il y aura quand même quelques matchs plus accrochés certainement contre les cadors de la poule pour la montée éventuellement en Fédéral 3, avec le ballon à hauteur de 2 essais. Guillaume Auguste, entraîneur, joueur, il met 15 points à la moyenne d'âge à chaque fois qu'il entre sur le terrain, entraîneur et joueur avec Nicolas Kaiser. Je propose d'écouter ce binôme d'entraîneurs strasbourgeois au cœur de ce nouveau projet. Quand on est venu me chercher pour me proposer de prendre en charge l'équipe senior, je n'ai pas du tout hésité, parce que justement je savais que ce noyau dur de joueurs restait aussi. Donc on se faisait confiance mutuellement. Ils sont restés parce que je suis resté parce qu'ils sont restés. Voilà, c'est bien, ça marche là-dessus. Pour moi, 70% du résultat, ça vient de l'esprit de groupe, de l'esprit d'équipe. Les jeunes, ils ont 4 ans pour faire remonter le club et ils ont leur chance, quoi. Aujourd'hui, ils savent qu'on va s'appuyer sur eux s'ils sont performants et s'ils continuent à faire comme ils le font depuis le début de l'année. Ils seront au cœur du projet de la formation. Ça, c'est ce que les dirigeants ont monté au début de saison et c'est ce sur quoi on compte s'appuyer. Aventure à suivre du côté de Strasbourg, et puis on n'oublie pas les 3 clubs de Fédéral 3 auxquels on ira rendre visite prochainement. Le sport mais version coulisses et côté réseaux sociaux notamment, c'est avec Marine dans la crème des réseaux. On commence avec du basket et les 2 clubs de Pro B, Soufel-Weiersheim et Gries-Oberhofen. Ils ont fait de beaux exploits ce week-end. Regardez ces photos. Mais ça s'est joué pour les deux à pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Un seul petit point pour les 2 équipes. À Gries, c'est le jeune de 21 ans que vous voyez à l'image qui a été décisif à Blois en inscrivant les 2 lancers francs à la dernière seconde pour gagner. Et puis à Soufel aussi, vous voyez, victoire 76-77. Ils affrontaient à l'extérieur le Paris Basket. Ils sont revenus donc en Alsace avec une victoire d'1 point aussi, et avec autre chose, un petit tuto pour essayer de prononcer correctement leur commune. Je ne sais pas pour vous, Stéphane Metzger, si c'est compliqué à prononcer Soufel-Weiersheim. Non, ça va. Ça va pour vous et pour les autres, si jamais un tuto, regardez. On commence par Soufel. Ensuite Weiher. Et enfin Seim. Soufel-Weiersheim. Tout simplement. Alors n'imaginez pas un Soufel-Weiersheim, Soufel-Weiershire,
Souffel-Weiersheim. Donc ça paraît simple comme ça, mais si ça vous paraît toujours trop compliqué, je vous propose juste Souffel, ça va aussi très bien. On passe au ski, rien à voir, avec un Alsacien, Thibaut Favreau, qui a intégré récemment l'équipe de France A. Il était à Sölden en Autriche pour l'ouverture de la saison de géants. L'Alsacien, regardez ces images, a pris quelques risques pour aller vite, ce qui lui a coûté quelques fautes, mais il a tout de même terminé 25e de cette Coupe du Monde. La saison est donc lancée pour lui. Pas de neige du tout, mais une bonne perf aussi pour un jeune Alsacien au Critérium national de Balma. Oui, il a seulement 20 ans, c'est David Custer, il a terminé son premier 50 km de marche, il a terminé deuxième de l'épreuve, premier français. Il est passé à une dizaine de minutes de la qualification puisqu'il l'a fait en 4h19. Il aurait pu se qualifier pour la Coupe du Monde, ce ne sera pas pour cette fois-ci, peut-être une prochaine pour lui. Et le tennis non plus, vous nous gardez pour la prochaine fois. Stéphane Metzger, on rappelle le match de retour de Coupe d'Europe, mercredi. Mercredi 18h30 à Hyères. Et samedi, on vous attend à 20h30 à la piscine pour nous soutenir contre Noisy. Encore un match à domicile. Merci beaucoup à tous les deux. La suite, Nicolas Riffel côté cuisine. Évidemment, très bonne soirée à toutes et à tous. Détendez-vous devant Grain de sel avec les Spätzle et Knäpfle Traiteur Schneider, aux œufs frais et 100% préparés en Alsace. Nous nous sommes rencontrés en l'an 2000 à l'auberge du Schonenbourg où nous officions pour l'un en salle et l'autre en cuisine. Puis, nous avons continué notre aventure au Maximilien durant 4 années avant d'ouvrir notre premier restaurant à Bergheim. En 2019, nous ouvrons la chambre d'hôte, la Bacchante à Saint-Hippolyte. Nous sommes Aude, Jackie, la Bacchante à Saint-Hippolyte. Et salut les chiennes! Ah, salut! Ça va Nicolas, ça va? Je vais mon tablier, j'arrive. Alors, on va préparer quoi de bon? Donc avec ces petits cèpes, on va faire un carpaccio de cèpes, tartare de cèpes, qu'on va agrémenter avec un peu de brunoise de pomme, noisettes qu'on va concasser et torréfier, assaisonnement jus citron, sel, poivre, huile de noisette. Et à la fin, on va agrémenter ça avec un petit morceau de foie gras. Qui fait quoi? Nico, toi tu vas concasser les noisettes, à la on main va faire torréfier. Non, on va prendre un couteau, ce sera plus facile, ça sera plus simple. Aude, tu vas nous préparer les cèpes, il faut les nettoyer. Ah, des techniques spéciales. Donc un champignon, vu que c'est déjà gorgé d'eau, on ne le trempe pas dans l'eau. Ok. On va le frotter comme ça pour enlever toutes les impuretés. On va couper le pied et là on va gratter. Et pour toi? Et moi je vais faire une brunoise de pomme. Ok. La Bacchante a existé autre part avant. Tout à fait. La Bacchante, avant nous étions à Bergheim. Et on a vendu il y a 2 ans pour être déjà propriétaire de nos murs et ensuite pour pouvoir avoir des chambres. Et là, vous êtes lancé à Saint-Hippolyte, vous avez trouvé comment? Ça a été un coup de foudre? Ça a été... Saint-Hippolyte, ça me rapproche déjà de mon frère qui a la boulangerie ici. D'accord. Et puis voilà, un beau petit village au pied du Haut-Königsbourg. Voilà. Tourisme de qualité. Voilà, des gens qui prennent le temps, qui sont là pour visiter l'Alsace. C'est vraiment le côté agréable. D'accord. Donc ça veut dire que là, maintenant, si on veut venir de l'extérieur, on peut manger chez vous? Tout à fait. On peut pas être Tout à fait. obligatoire. On n'est pas obligé de dormir. Une table d'hôte, on peut faire une table d'hôte sans souci. Ouais. En plus de notre activité de traiteur, c'est vous avez quoi déjà faire du boulot. Oui. 7 sur 7 7 sur 7. Tous les soirs. Courageux, les enfants. Il faut. Le plus joli, c'est que moi j'ai eu un accident de travail, je me suis coupé des tendons. Et pendant un moment, j'ai pas pu travailler. Donc c'est Aude qui m'a remplacé en cuisine. Moi j'étais derrière et je lui ai expliqué. C'était elle, mes mains en fait. Et c'est l'année où on a reçu l'assiette au guide Michelin. Et notre entrée au Goemio. Donc en partie grâce à moi. Quoi. Merci Aude, merci. Mais c'est tout à fait ça. C'était magique. C'était ma victoire, quoi. Ma victoire. Entrée Goemio et l'assiette guide Michelin, mais j'étais pas en cuisine. C'est ça. Donc, tu as torréfié les noisettes, parfait, on peut les débarrasser. Maintenant, je vais couper les cèpes pour faire le tartare. Alors, comme les pommes, on va couper en brunoise, on va couper les pieds. Et si tu veux, Nicolas, tu peux me couper le cèpe en carpaccio avec cet outil qui est une mandoline japonaise. C'est marrant parce que quand tu fais la mandoline, tu ouvres plus ta bouche. Non, c'est ça. Tu respires plus en plus en apnée. Quand est-ce que je vais me couper? Tu comptes tes doigts et t'attends de dire aïe. Et tu contractes tes abdos et ça libère ça. C'est vrai.
Donc là, on va dresser. On va commencer à dresser le carpaccio de cèpe que tu as joliment coupé. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement de notre tartare. La brunoise de cèpe, quelques pommes, voilà. La pomme, ce qui est intéressant, c'est que ça va apporter un petit croquant. Légère acidité et une petite rondeur. Nos noisettes torréfiées. Je roule le citron en appuyant dessus, ce qui va permettre d'éclater les petites poches qu'il y a à l'intérieur du citron et le jus sera plus facile à sortir. Ce qui est très important, c'est toujours de rajouter un petit peu de pépin aussi. Ça, c'est bon, ça met du croquant. C'est le côté Croquant, croquant. le côté astringent. C'est croquant, c'est fondant. On met du piment d'Espelette. C'est bon, le piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Un trait d'huile de noisette, une pincée de sel, petite pincée de poivre. Je fais une quenelle. Sur le carpaccio, on va aussi mettre un petit trait de citron, un petit filet d'huile, toujours d'huile de noisette. Donc maintenant, Nico, je vais mettre un zeste de citron vert sur le carpaccio. Très bien. Ça va apporter un petit peu de couleur et puis un petit peu de fraîcheur. Et donc pour terminer la recette, on va mettre une petite tranche de foie gras. Que tu as faite. Que j'ai fait, terrine de foie gras, assaisonné très simplement, sel, poivre, petite goutte de porto et un trait de cognac. D'accord. Et surtout, ne soyez pas sages! Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.